Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. Retour sur l'actualité vendéenne du lundi 10 au vendredi 14 juin. Nous allons devoir retourner aux urnes les 30 juin et 7 juillet prochains pour des élections législatives anticipées. Des élections qui font suite à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président de la République. Caroline Tronche est avec nous pour nous expliquer l'organisation de ces élections et ça va venir très très vite, Caroline. Effectivement, Simon, ça va passer très vite sur le papier. Nous sommes sur le même temps de campagne officielle qu'en 2022 lors des précédentes législatives, c'est-à-dire 13 jours entre le lancement et la clôture de la campagne officielle du premier tour. Mais ce qui fait la différence cette fois-ci, c'est toute la période avant cette campagne officielle, là où les candidats multiplient les sorties publiques. Cette période, elle n'a pas le temps d'exister cette fois-ci. Sur cette fin de semaine, il y a un moment clé à retenir, c'est dimanche à 18h. À ce moment-là, ce sera la fin du dépôt des candidatures en préfecture. Dans la foulée, ce même dimanche, juste après 18h, il y aura le tirage au sort de l'ordre des panneaux. Vous savez, dans toutes les communes, les panneaux sont numérotés et l'affichage des candidats ne s'y fait pas du tout au hasard. Un panneau, c'est un numéro affecté à un candidat bien précis et c'est le même ordre partout dans la circonscription. Et ça, c'est uniquement pour ce week-end. Oui, ça c'est pour ce week-end. Et ensuite, les candidats ont jusqu'à mardi, en fin de journée, pour envoyer leur propagande aux commissions départementales qui vont en vérifier la validité. Et alors attention, le mot propagande, dans ce cas de figure, ce n'est vraiment pas un gros mot, c'est la terminologie officielle. Ça représente tout simplement l'ensemble des documents, les affiches, les tracts, etc. que les candidats ont publié donc dans le cadre de cette campagne. Et là encore, dans la foulée, va justement commencer la mise sous pli. Les équipes de nos voisins de TV Vendée, Mediapost, qui est une filiale du groupe La Poste, auront une semaine pour préparer nos 553 000 enveloppes d'électeurs vendéens. J'arrondis un petit peu le chiffre, mais grosso modo, c'était cet ordre-là en 2022. Mercredi 26 juin, tout doit être terminé. Et Caroline, toutes ces enveloppes ne sont pas identiques. Ah bah oui, exactement, puisque souvenez-vous, nous avons 5 circonscriptions différentes en Vendée, 5 postes de députés sont à pourvoir et donc 5 campagnes différentes selon que vous habitez à Chaland, Fontenay-le-Comte, les Sables-d'Olonne, La Roche-sur-Yon ou encore les Herbiers. Ces enveloppes, elles partiront donc au courrier au plus tard le jeudi 27 juin au matin. Et puis dans 2 semaines, jour pour jour, nous serons alors le vendredi 28 juin, 23h59. Ce sera la fin de la campagne officielle. Nous ne pourrons plus aborder le sujet avec vous sur les plateaux jusqu'au résultat. Ça, c'est prévu dimanche soir, évidemment, et sur TV Vendée, évidemment aussi. Merci Caroline pour ces précisions. On poursuit avec la New York Vendée, dernière course qualificative pour le Vendée Globe. Elle s'est terminée cette semaine. Les 15 derniers skippers ont franchi la ligne jeudi et la victoire revient à Charlie Dalin. Le skipper de Massif s'impose en 10 jours, 3h44 devant Boris Herman sur Malaysia Sea Explorer et Jérémy Bayou sur Charal. Julie Morini était présente pour l'arrivée du vainqueur. Un avant-goût de Vendée Globe pour le skipper normand comme pour le public. C'est sous les applaudissements que le vainqueur de la New York Vendée 2024 a remonté le chenal des Sables d'Olonne. Une arrivée que les fans de Charlie Dalin ne voulaient pas manquer. Et Charlie, c'est mon chouchou, bravo Charlie! Donc très contente de voir comment ça s'est passé ici et qu'il ait pu gagner cette course. Le voir rentrer dans le chenal victorieux et pas en train de savoir si oui ou non il va gagner. La revanche est prise. J'espère qu'il sera gagnant en Vendée Globe. Plusieurs centaines de curieux ont fait le déplacement pour accueillir le skipper victorieux. Petits et grands en ont pris plein les yeux. Les bateaux, ils font 10 mètres de haut, le mât aussi. Et c'est assez impressionnant parce qu'il est grand. Et se dire qu'il reste 10 jours tout seul sur ça, c'est impressionnant. Ça vaut le coup de venir le voir, même si on n'est pas spécialiste, le spectacle est joli. Une arrivée empreinte de souvenirs pour le skipper normand, deuxième du dernier Vendée Globe. C'était vraiment comme une mini-arrivée de Vendée Globe hier. Ça m'a beaucoup rappelé mon arrivée fin janvier 2021. Et puis là, cette remontée de chenal aussi qui est toujours émouvante et géniale à faire. Donc voilà, c'est une victoire que je savoure. Cette victoire place Charlie Dalin en favori pour la 10e édition du Vendée Globe. Mais avant le départ du 10 novembre prochain, un gros programme attend désormais le Team Massif Santé Prévoyance.
On va sortir le bateau de l'eau fin juin pour un chantier d'1 mois et demi à peu près. Donc démonter le bateau, vérifier, améliorer ce qui est améliorable. Et puis on remet le bateau à l'eau vers le 13 août pour faire des stages d'entraînement à Port-la-Forêt avec les autres concurrents, membres du pôle. Voilà. Et puis on a l'Azimut qui est une course de 2-3 jours à Lorient mi-septembre. Et mi-octobre, on est ici de nouveau, prêt à partir. Peut-être pas en short, mais plus en bonnet. En attendant les prochaines arrivées, le village de la New York Vendée accueillera la remise des prix le mardi 11 juin prochain sur la place du Vendée Globe. Les IMOCA qui vont donc retourner en chantier désormais. Objectif Vendée Globe. Et si vous souhaitez revivre cette New York Vendée, retrouvez toutes les images de la course et de la remise des prix sur notre site internet. La Vendéenne Louise Maraval, licenciée à l'Entente-Sèvres, a décroché cette semaine la médaille d'argent lors des championnats d'Europe d'athlétisme qui se déroulaient à Rome. La Vendéenne de 22 ans a terminé deuxième sur le 400 mètres haies, battant son record personnel avec un temps de 54 secondes et 23 centièmes. Elle peut donc être sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Paris. Vous pourrez peut-être l'encourager cet été. Une sélection qui devrait être confirmée début juillet. De son côté, Romain Mornay, licencié à La Roche-sur-Yon, a terminé 11e de la finale du 1500 mètres. Attention aux faux billets. En 2023, près de 500 000 fausses coupures ont été retirées de la circulation en France. En Europe, un tiers se trouvait cette fois-ci bel et bien en France. Et la Vendée n'échappe pas à cette escroquerie. De nombreux commerçants sont régulièrement victimes de tentatives d'arnaque aux faux billets. Une campagne de sensibilisation a d'ailleurs été lancée le 8 juin dernier. Alors comment reconnaître le vrai du faux ? Comment lutter contre cette escroquerie plus courante qu'il n'y paraît ? On fait le point avec Mathis Pires. Ces quelques gestes pourraient bien vous éviter de vous faire escroquer. Difficile de faire la différence entre un billet de banque et une contrefaçon. Cette commerçante en a fait les frais. L'arnaqueur voulait payer ses courses d'une somme de 4 € avec un faux billet de 50. Heureusement pour elle, elle s'en est rendue compte à temps. Délicatement, j'ai précisé que je n'allais pas prendre ce billet, je le sentais trop... Voilà, je le sentais vraiment comme un faux, je le sentais pas bien. Donc pendant que je discutais avec lui de manière à garder un petit peu son regard avec moi, du coup j'ai fait un échange de billets. C'est-à-dire que j'ai récupéré ma propre monnaie, je lui ai rendu la sienne. Des tentatives d'arnaque aux faux billets, les grandes surfaces y sont confrontées tous les mois. En espèces, très bien. Que ce soit pour des gros montants ou bien des petites courses. 27,15 € s'il vous plaît. Chaque billet est vérifié. J'ai mis un coup de stylo invisible pour voir s'il passait à une autre couleur ou non, s'il était faux ou s'il était bon. Un stylo magique censé détecter l'authenticité du billet. La responsable des caisses a entièrement confiance en son efficacité. Tous les billets, de toute façon, qu'on peut avoir en caisse, les hôtesses de caisse vont mettre un trait sur le billet. Et si ce trait devient plus foncé, ça veut dire que c'est un faux billet, tout simplement. C'est très très efficace. On n'a jamais eu de soucis. Mais alors, est-ce vraiment fiable face à des faux billets plus vrais que nature ? Ce spécialiste de la Banque de France est sceptique. On ne va pas considérer ça comme un moyen efficace de lutte ou qui va permettre d'authentifier un billet, puisque apparemment, on a de sérieux doutes sur son efficacité. Pour lui, rien de plus sûr qu'une vérification à l'œil nu. Le craquant du papier, l'impression au relief ou encore le nombre émeraude. Si vraiment il y en a un qu'il faut choisir parmi parmi les préférés, ce sera le nombre émeraude du fait de sa facilité de contrôle. Il suffit de faire ce geste-là pour voir que cette bande qui monte et qui descend est bien justement active et ne reste pas figée. Si vous êtes en possession d'un faux billet, il faut se rapprocher de la Banque de France, car en cas de tentative d'escroquerie, l'amende peut monter jusqu'à 7 500 €. Une grève inédite jeudi à l'ADMR de la Vendée. L'aide à domicile en milieu rural intervient auprès des différents publics, les enfants, les personnes âgées ou bien les personnes en situation de handicap. Une trentaine de techniciens d'intervention sociale et familiale se sont mobilisés mercredi. Ils demandent des effectifs supplémentaires et une revalorisation des salaires. On est de moins en moins nombreuses, on n'arrive pas à recruter. Le recrutement est devenu très très difficile. Les salaires ne sont pas forcément en adéquation avec la profession et les besoins. Les jeunes qui ont quand même un bac +2 se retrouvent à postuler pour un poste où il n'y a pas de temps plein. On n'a que des temps partiels.
pour pouvoir être toutes présentes le matin et le soir, parce que c'est vraiment là où on a le plus d'interventions. On doit intervenir lorsque les enfants sont là. Alors ça commence à évoluer, mais ça devient très très difficile. Lui assure de son côté que les choses sont déjà en cours de changement et que le dialogue est ouvert. Je vous propose de l'écouter. C'est la première fois qu'il y a une grève à la DMR, c'est pas du tout notre culture, mais vraiment pas du tout. En principe, on se parle, on discute, on échange, on construit ensemble. C'est d'ailleurs ce que l'on fait. Moi-même, je suis allé rencontrer 2 équipes de TISF le mois dernier. On a fait des annonces. Nous avons des changements de responsables, des changements d'organisation en cours. Donc forcément, ça génère un peu d'inquiétude. Et c'est compréhensible. On comprend cette inquiétude. Mais le service n'est pas en danger. On réadapte et on a une nouvelle responsable qui arrive et qui va prendre ses marques, qui va aller écouter et rencontrer les TISF pour justement adapter l'organisation d'ici la rentrée de septembre. Vous en croisez régulièrement sur les routes du département, les convois exceptionnels. Vous avez découvert cette semaine les coulisses de la préparation. Nous prenons maintenant la route avec Rodolphe, Yves et Christophe qui nous emmènent d'Avrier aux Sables d'Olonne avec une coque de bateau de 35 mètres de long. Un convoi hors norme qui impressionne. Rendez-vous à 8h pour toute l'équipe du convoi. Le transport du jour, une coque de bateau de plus de 100 tonnes, 35 mètres de long et 9 mètres de large. Au programme, 65 km au départ d'Avrier avec un arrêt à Aubigny avant l'arrivée au port des Sables d'Olonne. Dès le départ, ce sont les motards d'escorte qui sont en première ligne. Un rôle méconnu et parfois mal compris. C'est vrai que les automobilistes ou les camions, ou etc., tout ce qu'on rencontre, ont beaucoup de difficultés à comprendre ce que nous, on fait sur la route. Et vous pensez bien qu'avec le bateau que vous voyez derrière, si vous le voyez, inévitablement, il faut absolument que tout le monde s'arrête, se serre bien aussi bien à droite qu'à gauche, mais en général sur la gauche. Donc on est contraint de faire un peu la police. L'un des moments les plus redoutés est le passage sur l'autoroute. 2 motards de la gendarmerie renforcent alors l'escorte pour cette partie. Dans sa cabine, Rodolphe a le regard partout. C'est l'un des chauffeurs les plus expérimentés de l'entreprise. Il doit être attentif à l'ensemble de son environnement et parfois ça passe de justesse, notamment au niveau d'un pont où des travaux sont en cours. Ça se fait pas du jour au lendemain. On a même fait 2 mois qu'on est dessus. C'est pas les premiers qu'on transporte. Si gros, si. Mais bon, voilà. Et puis quand on a des mecs qui sont venus voir et puis qu'on a le matériel, bon, ça se fait assez bien, quoi. Heureusement, il peut compter sur le regard expert de Christophe, situé dans la voiture pilote arrière. Il navigue d'un côté et de l'autre du camion pour vérifier les distances avec les obstacles et surtout, il peut lever ou descendre le chargement grâce à une télécommande. C'est à moi de gérer l'arrière du convoi, le chauffeur lui gère l'avant. Et comme ça derrière, faut descendre pour faire ses rétroviseurs et envoyer la remorque là où il faut, quoi. J'ai une télécommande dans la voiture qui me permet de faire ça. Et après de monter le bateau et de descendre aussi. À l'approche de la destination finale, la circulation se densifie tout comme le mobilier urbain. La tension est à son maximum. Non, j'ai pas encore mis les panneaux, faut que tu sortes un peu, comme ça je vais mettre les 3 ou les 4 en même temps. Non mais je te demandais si on était sorti du panneau. Autant pour moi, on est sorti du panneau. Encore quelques passages étroits à l'approche du port Sablé avant l'ultime manœuvre pour se positionner pour le déchargement. Puis c'est le soulagement pour tous. La mission est réussie et sans aucune égratignure sur la coque du bateau. Un soulagement pour tous car un chargement de cette envergure reste exceptionnel. Et vous pouvez retrouver la première partie de ce reportage sur notre site internet tvvendée.fr. Fondée en 1974 par Louis-Marie Barbarie, la Cinémathèque de Vendée fête ses 50 ans le 23 juin prochain au cinéma Le Concorde de La Roche-sur-Yon. Elle abrite aujourd'hui plus de 10 000 films réalisés sur le territoire. Un patrimoine culturel important qui sera célébré comme il se doit lors de cette journée spéciale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera lundi à partir de 7h dans la matinale.